Quand la Floride a annoncé son plan de relâcher des prédateurs dans la nature, le monde entier a ri. Cela paraissait irresponsable, voire dangereux. Mais derrière la controverse se cachait une expérience scientifique née du désespoir. Les Everglades agonisaient, et cela représentait le dernier recours. Ce qui a suivi a mis à l'épreuve tout ce que nous pensions savoir sur l'équilibre de la nature. Avant de rire trop fort du pari de la Floride, nous devrions peut-être nous demander, quel genre de crise pousse les gens à faire un choix aussi fou? Que se passait-il que personne ne semblait remarquer? Remontons à l'endroit où tout a commencé. L'apocalypse silencieuse. Longtemps avant que ce chaos ne commence, les Everglades de Floride ressemblaient à quelque chose sorti d'un documentaire sur la nature. C'était une étendue infinie d'herbe à scie verte qui s'étirait jusqu'à l'horizon, seulement brisée par le scintillement d'une eau peu profonde. Ici, les oiseaux planaient dans le ciel, les ratons laveurs couraient à travers les marais et les lynx rôdaient aux abords des broussailles. La vie avançait en équilibre, et chaque créature jouait son rôle dans un système qui valait environ 31,5 milliards de dollars chaque année. C'était l'un des rares endroits sur Terre, sauvage, signifiait encore sauvage parce que personne n'imaginait que cet équilibre pouvait se défaire aussi discrètement. Cette histoire n'a pas commencé par un bang. Elle a commencé par une tempête. En 1992, l'ouragan Andrew a dévasté le sud de la Floride, aplatissant des maisons, ravageant des communautés et détruisant une installation d'élevage de reptiles près de Miami. Quand les vents se sont calmés, quelques serpents exotiques s'étaient échappés dans les zones humides. Au même moment, des propriétaires d'animaux de compagnie dépassés relâchaient leurs pitons birmans autrefois mignons dans la nature, pensant les libérer. Pendant des années, personne n'y a prêté attention. Il y avait des serpents par-ci par-là qui semblaient inoffensifs, mais ils ne l'étaient pas. Ces premières observations se sont transformées en quelque chose de bien plus sombre. Au fil des années, la population a explosé. Ce qui avait commencé comme quelques animaux relâchés était devenu une invasion qui se cachait en pleine vue. Aujourd'hui, les experts estiment qu'entre 100 000 et 300 000 pitons rampent à travers les marécages du sud de la Floride. Pendant la saison de reproduction, chaque femelle peut pondre près de 100 œufs. Une fois qu'ils sont cachés dans les broussailles, ils se multiplient plus vite que quiconque ne peut les suivre ou les piéger. Et maintenant, les Everglades, un paradis autrefois grouillant de vie sauvage, tombent dans le silence. Des chiffres dévastateurs ont commencé à apparaître. Les populations de ratons laveurs ont chuté de 99,3%, les opossums de 98,9% et les lynx de 87,5%. Même les lapins des marais, toujours très courants, ont presque disparu, et les observations de cerfs ont chuté de plus de 90% dans certaines zones. Ce que les pitons ne mangeaient pas, ils le déplaçaient. L'équilibre qui maintenait les Everglades unis se brisait. Et le pire? Presque personne ne l'a remarqué, pas avant qu'il soit presque trop tard. Nous commençons à nous demander, pourquoi exactement ces serpents étaient-ils inarrêtables? Parce qu'en Floride, chaque élément de l'environnement semblait conçu pour les aider à prospérer. La chaleur, l'humidité et l'approvisionnement alimentaire sans fin créaient un foyer parfait. Sans prédateurs naturels pour les contenir, ils prospéraient. Leur camouflage les rendait comme des fantômes dans l'herbe et presque impossibles à repérer. Pour les scientifiques, c'était comme combattre un ennemi invisible. Chaque serpent retiré semblait remplacé par 10 autres. Les envahisseurs avaient trouvé le paradis et ils le dévoraient. Pour couronner le tout, ce n'étaient pas des serpents ordinaires. C'étaient des superprédateurs capables d'avaler un cerf entier. Certains grandissaient à plus de 6 mètres et pesaient plus de 90 kilos. Puis des vidéos de pitons affrontant des alligators ont commencé à apparaître, choquant le monde. Dans une chaîne alimentaire autrefois dominée par des prédateurs natifs, le python avait pris le trône. Ce qui symbolisait autrefois la beauté sauvage de la Floride se transformait maintenant en champ de bataille, et la nature perdait très mal. Pourtant, les enjeux économiques et écologiques allaient bien au-delà de la faune. Les Everglades, avec leur valeur écosystémique de 31,5 milliards de dollars, soutiennent le tourisme, la pêche et le contrôle des inondations pour des millions de personnes. Pourtant, chaque année, la menace des pitons grandissait. Chercheurs et chasseurs ont capturé plus de 23 000 serpents, mais cela représente à peine 1% de ce qui existe. Le reste invisible, se reproduisant silencieusement, s'étendant et dévorant, et le marais qui pulsait autrefois de vie résonne maintenant d'absence. Et pendant que les responsables cherchaient des solutions, rien ne semblait fonctionner. L'écosystème s'effondrait de l'intérieur, et les rires sur l'idée folle de la Floride pour riposter se transformeraient bientôt en silence. La vraie blague était que pendant que tout le monde se moquait du plan,
L'apocalypse était déjà arrivée. Elle n'était pas bruyante ou ardente, elle était calme, rampante et bien trop réelle. Pendant des années, les gens ont cru qu'il devait exister un moyen de reprendre les Everglades. Ce qui est venu ensuite à prouver à quel point cet espoir était erroné. Désespoir et... Au début, la réponse de la Floride à l'invasion des pitons ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'aventure. Les responsables ont ouvert les portes aux chasseurs, aux scientifiques et à quiconque était assez courageux pour patauger dans des kilomètres de marais à la recherche des envahisseurs rampants. En 2013, un événement de 10 jours appelé le Florida Python Challenge, qui sonnait à la fois audacieux et désespéré, a vu le jour. En gros, des centaines de personnes sont venues, armées de pièges, de crochets et de nerfs d'acier, prêtes à faire ce que des décennies de politique n'avaient pas réussi. En 2024, cela était devenu un spectacle annuel. Cette année-là seule, 857 participants venus de tout le pays et même du Canada sont arrivés pour affronter les résidents les plus notoires des Everglades. Ils ont capturé 195 pythons birmans, faisant les gros titres et recevant une salve d'applaudissements du public. Le gagnant est reparti avec un grand prix de 10 000 $, salué comme un héros dans la lutte pour sauver le cœur sauvage de la Floride. Pendant un moment, la victoire semblait enfin à portée de main. Mais il s'est avéré que les chiffres cachaient une vérité plus sombre. Un an plus tard, la compétition de 2025 a battu de nouveaux records. Le meilleur chasseur, Taylor Stanberry, a attrapé environ 60 pythons. C'était littéralement le total le plus élevé de l'histoire de l'événement. Au total, les participants ont retiré 294 serpents, un chiffre qui semblait énorme jusqu'à ce que vous réalisiez à quel point il était minuscule comparé aux dizaines de milliers qui rampaient encore librement. Les Everglades ne guérissaient pas, ils agonisaient. Et les pythons se multipliaient plus vite que quiconque ne pouvait compter. Pour compenser le manque, l'État a fait appel à des professionnels. Le district de gestion de l'eau du sud de la Floride a engagé 2 douzaines de chasseurs d'élite, payés à l'heure pour traquer les marais toute l'année. Ce n'étaient pas des aventuriers du week-end, c'étaient des chasseurs de pythons professionnels armés de tout ce que la science pouvait offrir. Pourtant, les serpents semblaient toujours un pas en avant. La Floride a donc essayé quelque chose de nouveau, une guerre high-tech. Des ingénieurs ont conçu des lapins robotisés qui dégageaient chaleur et odeur pour tromper les pythons et les faire attaquer, des équipes de chiens ont été entraînées à flairer les traces de reptiles, des drones survolaient les zones humides en scannant les mouvements, et des biologistes de la faune ont même attaché des colliers GPS à des ratons laveurs et des opossums pour suivre où les prédateurs pouvaient se cacher. Certaines des expériences les plus audacieuses impliquaient l'utilisation de serpents éclaireurs, équipés de minuscules émetteurs radio pour guider les chercheurs vers des femelles reproductrices cachées. C'était un jeu d'échecs écologique que les humains étaient déterminés à gagner. Pourtant, plus ils combattaient, plus les serpents semblaient s'étendre. Depuis 2017, les contractants ont retiré plus de 23 000 pythons de la nature. Cela semble exceptionnel jusqu'à ce que vous appreniez que les experts estiment que cela représente moins d'1% de la population totale. Même des campagnes massives d'élimination n'ont fait qu'une petite entaille. Chaque fois qu'un chasseur en retirait un, des dizaines d'autres éclosaient ailleurs. C'était comme essayer de vider l'océan avec un seau. La frustration était difficile à cacher. Des années d'efforts, des milliards en financement et une liste interminable d'expériences avaient mené à la même vérité sobre. Les pythons n'allaient nulle part. Le mieux que quiconque pouvait faire était de les ralentir. Les scientifiques ont commencé à admettre publiquement ce que beaucoup craignaient en silence. L'éradication totale est impossible. Ces prédateurs avaient revendiqué les Everglades comme leur territoire, et personne n'avait trouvé comment le reprendre. Chaque tentative échouée approfondissait le sentiment d'impuissance. Les chasseurs pataugeaient plus profondément dans les marais, les drones volaient plus haut et la technologie devenait plus intelligente, mais les serpents s'adaptaient plus vite. Ils rampaient vers le nord dans de nouveaux habitats, ignorant les frontières que les humains avaient tracées. Chaque solution semblait mener au même endroit, une impasse. Ce sentiment croissant de défaite a poussé la Floride au bord du gouffre. Si la technologie, l'argent et la main-d'œuvre ne pouvaient pas les arrêter, qu'est-ce qui le pouvait? Quelque part dans cette frustration, une idée folle a commencé à prendre forme, et les scientifiques ont affronté une question impossible. Comment combattre un ennemi que vous ne pouvez pas voir, ne pouvez pas attraper et ne pouvez pas tuer assez vite? Le cadeau tordu des pythons. Et si le plus grand problème de la Floride n'était pas les pythons qui rampent dans les marais, mais quelque chose de beaucoup plus petit qui se cache à l'intérieur d'eux? Vous voyez, au plus profond des Everglades, un passager silencieux est arrivé avec les envahisseurs, un parasite invisible qui réécrit maintenant l'histoire écologique de l'État.
Son nom est Rayitiella orientali, mieux connu sous le nom de ver pulmonaire du serpent. Et pendant que les pitons attirent toute l'attention, ce parasite apporte tranquillement un chaos d'un tout nouveau genre. Tout a commencé avec un autostoppeur que personne ne pouvait voir. Le ver pulmonaire venait à l'origine d'Asie, voyageant avec les pitons birmans avant qu'ils ne trouvent leur chemin dans la nature floridienne. Une fois les serpents installés, le parasite s'est glissé dans la chaîne alimentaire locale comme s'il avait attendu ce moment. D'abord, les excréments des pitons portaient les œufs du ver dans le marais. Ensuite, les cafards se nourrissaient des déchets. Enfin, les lézards et les grenouilles mangeaient les cafards. Puis quand les serpents natifs pourchassaient ces petites proies, ils avalaient la vraie menace sans le savoir. À l'intérieur du corps du serpent, les larves commençaient leur voyage. Elles creusaient à travers l'estomac et se déplaçaient vers les poumons, où elles grandissaient et se nourrissaient. Pour beaucoup de serpents natifs, surtout les plus petits, cette infection est brutale. Les vers se nourrissent de sang et de tissu, étouffant lentement l'animal de l'intérieur. Respirer devient une lutte, l'énergie s'épuise et certains serpents meurent simplement de faim parce qu'ils ne peuvent plus chasser. Les chercheurs ont trouvé des serpents souffrant de pneumonie, de lésions pulmonaires ouvertes, et dans certains cas, des dizaines de vers rampant hors de la bouche. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie une fois qu'on l'a vu. Le vrai choc est venu quand les scientifiques ont découvert jusqu'où le ver pulmonaire s'était répandu. 18 espèces de serpents natifs en Floride sont déjà infectées, et la portée du parasite s'étend maintenant à travers des dizaines de comtés. Certains rapports disent jusqu'à Jacksonville et même vers le Panhandle. Les pitons ont peut-être commencé cela, mais le ver pulmonaire n'attend plus après eux. Il se déplace à travers les serpents natifs de Floride par lui-même, et c'est la partie terrifiante. Quand les serpents natifs meurent, l'équilibre s'effondre. Les rongeurs se multiplient, les petits prédateurs perdent leur source de nourriture et l'effet domino secoue des écosystèmes entiers. Ces serpents sont plus que des figurants, ils sont le contrôle des nuisibles, proies et prédateurs en un. Les scientifiques craignent que même si tous les pitons étaient retirés demain, le ver pulmonaire resterait. Il est là, vivant et prospérant dans les espèces même censées maintenir l'équilibre sauvage de la Floride. Cependant, il y a un étrange retournement dans cette histoire. Le mocassin à tête cuivrée de Floride, une vipère locale, semble résister à l'attaque du parasite. Personne ne sait pourquoi. Est-ce génétique? L'alimentation? Une immunité naturelle développée avec le temps? Quelle que soit la raison, c'est l'un des rares mystères pleins d'espoir dans un tableau autrement sombre. Ce qui a commencé comme une bataille contre des serpents géants s'est transformé en quelque chose de bien plus compliqué. Un envahisseur invisible se répand maintenant plus vite que le prédateur qui l'a apporté ici. Pas de remède, pas de traitement et pas de façon claire de l'arrêter. Chaque serpent infecté signifie plus de parasites relâchés dans la nature, et chaque mort laisse l'écosystème plus faible. La guerre de la Floride contre les pitons était déjà difficile. Maintenant elle combat un ennemi trop petit pour être vu et qui ne partira nulle part. L'État pensait affronter un problème de prédateurs. Au lieu de cela, il assiste peut-être à la lente naissance d'une toute nouvelle peste. Plus la crise s'approfondissait, plus les idées devenaient folles. Et un plan en particulier a repoussé les limites de la crédulité. Le plan qui faisait rire. Quand la nouvelle est tombée, cela ressemblait à une blague de fin de soirée. Les responsables floridiens ont annoncé qu'ils relâchaient des centaines de serpents indigos de l'Est, une espèce native non venimeuse, dans la nature pour aider à combattre la crise des pitons envahissants. Le titre seul a déclenché une tempête. En quelques heures, les réseaux sociaux étaient inondés de blagues, de mèmes et d'incrédulité. La Floride n'a-t-elle pas déjà assez de serpents? Combattre les serpents avec encore plus de serpents? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? D'autres l'ont comparé au désastre des mangoustes à Hawaï, où une tentative de régler un problème en a créé un plus grand. Pour beaucoup de Floridiens, cela ressemblait à un nouvel épisode dans l'histoire longue de décisions étranges sur la faune de l'État. Les médias ont vite saisi la frénésie. Certains ont titré comme s'il s'agissait d'un film de science-fiction. Les talk-shows ont transformé l'annonce en punchline, pendant que des résidents inquiets demandaient si leurs animaux et leurs enfants étaient en sécurité. Même quelques passionnés de faune ont haussé les sourcils, se demandant si l'État avait perdu la tête. Le scepticisme s'est répandu plus vite que les serpents eux-mêmes. Pourquoi quelqu'un penserait-il qu'ajouter plus de serpents était la solution? Pour la personne moyenne, cela semblait absurde, comme un plan condamné avant même de commencer. Même quelques conservationnistes ont hésité à le défendre publiquement. Après tout, l'optique n'était pas bonne. La Floride passait des années à essayer de tuer des serpents, et maintenant elle en relâchait? Les contradictions rendaient le plan une cible facile pour la moquerie.
Ce que peu de gens réalisaient, cependant, était que le serpent indigo de l'Est n'était pas le méchant de l'histoire, il avait été le héros manquant depuis le début. Autrefois commun dans tout le sud-est, le serpent indigo avait presque disparu à cause de la perte d'habitat et de la surcollection. Pourtant cette espèce possédait quelque chose que personne ne pouvait ignorer, c'était le chasseur de pythons de la nature. L'indigo mange d'autres serpents, y compris les venimeux, et il le fait sans peur. Derrière les rires et les gros titres, les scientifiques travaillaient discrètement depuis des années pour ramener ce prédateur natif. Des équipes d'organisations de conservation et d'agences de faune élevaient des indigos en captivité, restauraient leurs habitats et préparaient une réintroduction prudente. Ce qui semblait impulsif au public était en réalité un plan en gestation depuis des décennies. Pourtant, le timing ne pouvait pas être pire. La réputation de la Floride pour les décisions farfelues rendait facile pour les gens de supposer que c'était une autre erreur en attente. Ce que personne ne savait était que derrière tout ce bruit se cachait un rare aperçu d'une vieille idée qui refaisait surface, utiliser l'équilibre, pas les balles, pour réparer ce que les humains avaient cassé. Le retour de l'indigo n'était pas une question de chaos. C'était une question de restauration. Pendant que les critiques levaient les yeux au ciel, les scientifiques voyaient quelque chose de différent, une chance de ramener un prédateur qui régnait autrefois sur l'écosystème avant même que l'invasion des pythons ne commence. Ils savaient qu'il faudrait de la patience, pas de la panique, pour voir des résultats. Les rires étaient forts, mais la vérité derrière le plan l'était encore plus. La Floride n'agissait pas par désespoir, elle prenait un pas calculé vers le rééquilibrage d'une nature brisée. Et pendant que la moquerie s'estompait, une question restait en suspens. La réponse au plus grand cauchemar écologique de la Floride pouvait-elle vraiment venir d'un autre serpent? Continuez à regarder pour le découvrir. Rencontrez l'empereur. Au plus profond des forêts de pins du sud-est américain, un souverain silencieux se déplaçait autrefois dans les broussailles. Peu de gens le voyaient, pourtant sa présence façonnait la terre de façon calme et impérieuse. Le serpent indigo de l'Est a gagné le surnom des « empereurs de la forêt », et pour une bonne raison. Le serpent indigo de l'Est était long, gracieux et totalement intrépide. Pouvant atteindre 2,75 m, il glissait à travers les hautes herbes ou disparaissait dans des terriers sableux avec une facilité qui laissait même les chasseurs expérimentés sans voix. Ses écailles scintillaient de nuances de bleu et de noir, captant la lumière d'une façon qui le faisait presque vibrer de couleurs. Autour de sa gorge, une teinte corail douce le marquait comme quelque chose de rare, un prédateur avec la confiance calme d'un roi. Contrairement à beaucoup de serpents, celui-ci ne comptait ni sur le venin ni sur la force brute pour régner. Le serpent indigo de l'Est était non venimeux et étonnamment doux avec les humains, mais dans son monde, il était le prédateur suprême incontesté. Il mangeait presque tout ce qui bougeait, oiseaux, rongeurs, grenouilles, lézards, œufs de tortue et autres serpents, qu'ils soient venimeux ou non. L'indigo était immunisé au venin de crotale, et il ne se donnait même pas la peine de constricter sa proie. Il la plaquait au sol ou l'avalait vivante, impassible face à la lutte. Une fois, un chercheur a découvert un seul indigo qui avait mangé un crotal pygmée, un bébé tortue et un serpent à nez plat, tout en un seul repas. Cela montrait que ce géant tranquille n'avait pas besoin de rugir pour prouver sa puissance. Son royaume était autrefois vaste. Des collines ondulantes de Virginie aux zones humides de Floride et jusqu'au Mississippi, le serpent indigo de l'Est régnait sur près de 36 millions d'hectares. Il prospérait dans les forêts de pins à longues feuilles, les hammocks de chênes et les crêtes sableuses du sud. Mais ce royaume a commencé à s'effondrer quand les forêts sont tombées sous les coupes et l'agriculture, et à la fin du XXe siècle, près de 97% de son habitat avait disparu. En 1978, le gouvernement américain a classé l'espèce comme menacée. Le règne de l'empereur s'était réduit à des fragments, principalement en Floride et dans de petites poches de Géorgie. La chute n'était pas seulement due à la nature. Les gens les collectionnaient pour le commerce d'animaux de compagnie, et pendant les rassemblements de crotales, les chasseurs pompaient du gaz toxique dans les terriers de tortues gaufrées pour en faire sortir les crotales, et les indigos cachés là n'avaient aucune chance. Pendant la Grande Dépression, quand la viande était rare, les gens creusaient pour trouver des tortues à manger et tuer les serpents qu'ils trouvaient avec elles. Morceau par morceau, le monde de l'indigo était dépouillé jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques groupes isolés. Chaque perte de forêt ou de terrier de tortue était comme une autre brique arrachée aux fondations d'une forteresse ancienne. Ce qui rendait cette histoire encore plus tragique était à quel point le sort de l'indigo était lié à celui de la tortue gaufrée. Ces serpents utilisaient les terriers de la tortue pour presque tout, abri, nidification et protection contre le froid. Plus de 350 autres espèces dépendent aussi de ces terriers, en faisant l'un des habitats les plus vitaux du Sud.
Donc quand les tortues ont décliné, les indigos ont suivi. Les deux espèces étaient liées par la survie elle-même, chacune façonnant tranquillement un écosystème entier que peu de gens remarquaient en train de disparaître. Et pourtant, malgré une quasi-extinction et moins de 50 populations reproductrices connues à un moment, le serpent indigo de l'Est possédait quelque chose d'extraordinaire. Il avait un trait qui pouvait en faire plus qu'une relique du passé. C'était un chasseur de serpents né, sans peur du venin, sans peur de la taille. Dans une région maintenant en lutte contre des pythons envahissants, cela pouvait signifier tout. L'histoire de l'empereur n'est pas terminée. Elle se tient à un carrefour entre ce qui était autrefois et ce qui pourrait être restauré. Elle porte le souvenir d'anciennes forêts et la promesse d'un équilibre qui pourrait revenir. Pendant que le plan de réintroduction décolle, une question plane. L'empereur peut-il reconquérir son trône et faire basculer l'équilibre? La nature riposte. Pendant près de 20 ans, le python birman a régné sans défi sur les terres sauvages de Floride. Les Everglades, autrefois vivants de lapins, de ratons laveurs et de cerfs, étaient tombés dans le silence sous le poids de ce prédateur géant. Chaque étude dessinait le même tableau sombre, espèces natives qui disparaissent, chaînes alimentaires qui s'effondrent et équilibre de la nature qui bascule vers le chaos. Cependant, un matin de décembre, au plus profond des zones humides, l'histoire a pris un tournant choquant. Des chercheurs qui suivaient un python mâle de 4 mètres et 23 kg nommé Loki s'attendaient à une mise à jour de routine. Le serpent avait été équipé d'un traceur GPS dans le cadre d'une étude de reproduction, et les scientifiques pensaient qu'il approchait d'une femelle. Ce qu'ils ont trouvé à la place les a laissés sans voix. Le corps de Loki gisait étalé dans l'herbe, sa tête massive avait été mâchée et cachée sous un lit d'aiguilles de pin. Personne ne pouvait dire exactement ce qui s'était passé. Cependant, quelques jours plus tard, une caméra de surveillance a révélé le coupable improbable, et ce n'était pas ce que quiconque attendait. Une créature qui était un lynx roux pesant à peine 11 kilos avait abattu un prédateur plus de 2 fois plus gros que lui. Cette découverte a stupéfié tout le monde. Les experts de la faune l'ont qualifié de première dans l'histoire de la Floride, où un lynx roux natif a terminé un python birman adulte. Pendant des années, ces pythons avaient été les chasseurs suprêmes, craints partout autour d'eux. Maintenant, soudainement, l'un des propres de la Floride avait renversé la situation. Certains ont spéculé qu'un coup de froid avait ralenti le python, le rendant vulnérable. D'autres ont suggéré que le lynx avait appris quelque chose de nouveau. Ces serpents énormes pouvaient être des proies. Quelle que soit la raison, le message était clair. Les Everglades commençaient à riposter, et ce n'était pas une histoire isolée. À travers la Floride, des caméras et des rapports de terrain ont commencé à révéler plus de preuves de l'adaptation de la nature. Des alligators ont été vus en train de manger des pythons plus petits, et des vidéos de faune montrent des serpents indigos de l'Est, ces mêmes chasseurs de serpents, autrefois moqués par le public, en train de consommer des pythons birmans juvéniles. Même la panthère de Floride insaisissable a été documentée en train d'affronter ses envahisseurs. Ces scènes sont rares, mais elles montrent que les prédateurs natifs de la Floride apprennent à défier les nouveaux venus qui les terrifiaient autrefois. Pendant des années, les pythons semblaient inarrêtables. Ils n'avaient pas de prédateurs naturels, se reproduisaient en nombre stupéfiant et anéantissaient des populations entières d'animaux. Ils étaient devenus des symboles de déséquilibre, preuve de ce qui arrive quand la nature est poussée trop loin. Donc quand un lynx roux, un alligator ou un serpent indigo riposte, c'est plus qu'un acte de survie. C'est un signe que le système lui-même commence à retrouver sa force. Un biologiste de la faune l'a dit le mieux, c'est un point pour l'équipe locale. Les Everglades ripostent. Pourtant, la récupération ne se produit pas du jour au lendemain. Un seul lynx roux ne peut pas annuler 2 décennies de destruction, et un seul serpent indigo ne peut pas effacer les dégâts de milliers de pythons reproducteurs. Pour chaque serpent envahissant tué, des dizaines d'autres éclosent quelque part dans le marais. C'est une guerre lente, mesurée non en victoire, mais en petits changements d'équilibre durement gagnés. Même ainsi, chaque acte de résistance compte. Chaque prédateur natif qui apprend, s'adapte et transmet ce comportement réécrit l'histoire écologique de la Floride. Les signes sont pleins d'espoir, mais fragiles. Les scientifiques savent que l'adaptation prend du temps, et le temps est quelque chose que la faune de Floride n'a pas toujours. Pourtant, pour la première fois en année, il y a la preuve que le combat n'est plus à sens unique. La nature répond de la seule façon qu'elle connaît, par l'instinct, l'adaptation et une défiance tranquille. Pendant 2 décennies, les pythons ont dominé. Maintenant, les natifs de Floride ripostaient. Mais était-ce suffisant? Et qu'en est-il de ces indigos relâchés? Le Mira. À l'automne 2023,
quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans les sables de pin à longue feuille de Floride. À la réserve Apalachicola Bluff and Ravine, des caméras de surveillance ont capturé 2 bébés serpents indigos de l'Est nés à l'état sauvage, descendants d'individus relâchés précédemment. Pour la première fois en presque un demi-siècle, le serpent indigo s'était reproduit dans la nature au nord de la Floride. Ce n'était plus de la survie, c'était une renaissance. Pendant des années, les scientifiques avaient tout fait pour garder le rêve vivant. Ils élevaient des serpents en captivité, suivaient leurs mouvements, vérifiaient les terriers et espéraient que la nature prendrait le relais. Pourtant, les progrès semblaient fragiles, comme tenir quelque chose de trop délicat pour respirer dessus, et cela a changé au moment où ces bébés sont apparus. Quand les biologistes ont confirmé que l'un des jeunes serpents n'était pas marqué, ce qui signifiait qu'il était né sans aide humaine, cela a prouvé que le projet fonctionnait. Les indigos ne faisaient pas que tenir bon. Ils vivaient, chassaient et élevaient la prochaine génération dans leur propre habitat à nouveau. C'était le genre de moment qui rendait des années de travail discret valables. Pendant que 2024 se transformait en 2025, l'histoire continuait de grandir. Les équipes ont commencé à repérer plus de serpents à travers les zones restaurées. Un mâle fort de presque 2 mètres a été enregistré se déplaçant avec assurance à travers les broussailles, tandis que 19 autres des années de relâchement précédentes ont été identifiées à travers plusieurs comtés. Une femelle qui faisait partie du relâchement de 2019 était encore active, encore prospère. Chaque nouvelle observation montrait que les indigos ne reculaient pas, ils s'étendaient. Des endroits qui étaient autrefois silencieux reprennent vie avec le glissement d'un prédateur qui rentre chez lui. Le cœur de cette récupération réside dans la terre elle-même. Il y a des décennies, l'écosystème de pins à longue feuille couvrait près de 36 millions d'hectares à travers le sud. Aujourd'hui, seulement environ 3% restent. Cet habitat supporte des centaines d'animaux et plus de 900 espèces végétales, dont 29 menacées ou en danger. Mais restaurer cela n'a pas été facile. Les conservationnistes ont passé des années à ramener la végétation native, à éliminer les plantes envahissantes et à raviver les terriers de tortues gaufrées, les abris naturels dont dépendent les serpents indigos. Maintenant, avec des serpents nés sauvages qui rampent à travers ces mêmes terriers, il est clair que la Terre répond. L'écosystème n'est pas seulement restauré, il commence à fonctionner à nouveau. Et la Floride n'est pas le seul endroit qui assiste à ce retour. De l'autre côté de la frontière en Alabama, des projets de réintroduction similaires montrent des promesses. 44 serpents ont été relâchés là-bas en 2025, ajoutant à plus de 500 indigos qui ont maintenant été rendus à leur aire de répartition native. Les programmes de suivi grandissent, les partenariats se forment et d'autres États regardent de près, espérant répéter le succès. Pour une fois, le blueprint pour restaurer un prédateur suprême semble fonctionner. Bien sûr, personne ne prétend que cela effacera les pitons envahissants de Floride. Les indigos ne peuvent pas les éliminer complètement. Aucune espèce unique ne le peut. Ce qu'ils peuvent faire est changer l'équilibre. Ils mangent des pitons jeunes, concurrencent pour la nourriture et reprennent des parties de l'écosystème qui avaient été déséquilibrées. Ce n'est pas une solution à un seul serpent, c'est une partie d'une réparation beaucoup plus grande et plus naturelle. À la fin, ce qui a stupéfié le monde n'était pas que le serpent indigo de l'Est pouvait abattre un python. C'était qu'un effort de restauration, bâti sur la patience, la science et la confiance en la nature, fonctionnait réellement. Pendant des décennies, les gens avaient cru que les lieux sauvages de Floride étaient irrécupérables, trop abîmés pour se remettre des dégâts humains. L'idée de relâcher plus de serpents dans un endroit déjà grouillant d'envahissants semblait ridicule. Pourtant ce qui semblait être de la folie est devenu l'une des histoires de succès de conservation les plus inspirantes de l'histoire récente. L'ironie persiste parce que les gens se moquaient de la décision de relâcher des indigos tout en encourageant les chasseurs de primes aux pitons, sans réaliser que les deux côtés combattaient pour le même objectif. Les chasseurs se concentraient sur le contrôle, tandis que les scientifiques se concentraient sur l'équilibre et ensemble, ils ont commencé à restaurer un système qui s'était effondré. Ce que la Floride a compris tôt était simple mais profond, vous ne pouvez pas réparer des problèmes écologiques complexes avec des solutions simples. Vous devez reconstruire le système pièce par pièce jusqu'à ce qu'il puisse se guérir lui-même. Mais même si les caméras continuent de capturer une nouvelle vie en mouvement, ce succès fragile peut-il devenir assez fort pour durer? Et les indigos peuvent-ils établir une population qui n'a plus besoin d'aide humaine? Dites-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Pour profiter de plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur la prochaine vidéo sur votre écran.